La question serait, comment doit-on se préparer à l'arrivée de l'ère du Verseau, à l'âge d'or? Que doit-on faire? On peut aussi trouver la réponse à cette interrogation dans ce que rapporte Carl Gustav Jung, psychanalyste bien connu, qui a révolutionné la psychanalyse. Dans ses écrits, lors d'un voyage qu'il a fait dans les années 1920, invité par un ami américain au Nouveau-Mexique, afin de rencontrer des Indiens Pueblos, il eut de longs échanges avec l'un de leurs chefs, Ochoa y Bianco, un nom qui signifie lac des montagnes. Il fut profondément intrigué par une fonction religieuse essentielle de son peuple, qui consistait par des rituels et des prières à aider le soleil, qu'il vénère comme un dieu, à se lever tous les jours. Il assista alors à une scène incroyable pour lui, mais riche en enseignements. Quand les Indiens se tournaient au levant, il les voyait les mains tendues, les paumes tournées vers le ciel et suivre le lever du soleil. Quand il demanda au chef indien pourquoi ils agissaient ainsi, celui-ci lui répondit qu'ils accompagnaient le soleil, ce soleil qu'ils vénèrent comme un dieu, qu'il l'aidait à son déplacement, à la traversée du ciel. Il ne demandait pas au soleil des grâces, des cadeaux, mais il co-créait leur journée, il participait. Cette conception, plus ou moins étrange, pouvait-elle avoir un sens? Cette question continua à mûrir en lui, et ce n'est que plus tard qu'une réponse lumineuse lui traversa l'esprit. Le soleil donne sa lumière et son amour, mais c'est nous qui devons participer à cette co-création par nos actions, et nous devrons en assumer les conséquences. Tout est dit dans cette phrase. Réfléchissons un instant. Puisque nous sommes des co-créateurs, capables de participer à l'avenir de ce nouveau monde. Que pouvons-nous espérer pour l'avenir? L'effondrement, nous ne pourrons pas l'éviter. Il faut que celui-ci soit le moins violent possible et qu'il nous permette de remonter la pente en préservant nos capacités, qui ne s'accompagne pas de destruction majeure, telle qu'une guerre. Nous allons probablement nous effondrer financièrement. Mais nos routes, nos centrales nucléaires, nos immeubles, nos usines, nos barrages seront toujours là. C'est dans ces richesses, dans ces infrastructures que se trouvent nos capacités de récupération profonde. Que peut-on espérer pour le futur? Dans ce temps où nous sommes gouvernés par des hommes faibles, sortiront des hommes forts, avec le sens du bien commun et de l'intérêt général. Ils créeront alors des temps prospères, loin des énergies destructrices dont on nous abreuve actuellement, qu'il s'agisse du wokisme sociétal ou des délires économiques dans lesquels on nous entraîne, sans oublier la folie climatique qui est une voie sans issue. Nous devons réduire sensiblement les incitations à la consommation de masse. Interdiction de publicité, interdiction de l'obsolescence programmée, obligation de la réparabilité, etc. Que l'on arrête de nous parler de l'industrie du recyclage qui n'est rien d'autre que le miroir de la hausse de nos déchets, de notre consommation, cette consommation de masse forcée que l'on nous impose et qui ne cesse en réalité de croître. Qu'on arrête d'installer sur notre territoire des éoliennes dont les avantages sont plus que douteux et qui ne servent qu'à enrichir davantage quelques oligarques, à détruire la beauté de nos paysages. Le gigantisme de ces tours pharaoniques fait disparaître le paysage tout autour de nous. L'éolien n'est autre chose que la poursuite d'un monde industriel fondé sur la croissance.
la consommation et la marchandisation du bien commun. Nous sommes dans une société paradoxale, mêlant les excès les plus délirants et la mollesse la plus totale. Nous sommes dans une société où beaucoup ne veulent plus travailler, ne veulent plus faire d'efforts, où les valeurs comme le courage, la constance et l'engagement ne veulent plus rien dire. Une telle société ne peut plus marcher, ne peut pas fonctionner. Revendiquer le droit à la paresse, c'est peut-être très bien. Mais si tout le monde veut le faire en même temps, la société s'effondre. Laisser une planète en bon état à nos enfants est nécessaire. Des enfants heureux pour créer des temps prospères. Des enfants équilibrés, sages, bien formés et en capacité de trouver des solutions. Il est déjà trop tard, mais gardez l'espoir que tout n'est pas encore terminé. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une nouvelle page à écrire et d'un monde à reconstruire, un monde plus humain, plus fraternel, plus harmonieux. Il appartient à chacun de nous de l'écrire, d'écrire cette nouvelle page. Pour cela, nous devrons faire un choix. J'entends beaucoup de personnes dire « mais que pouvons-nous faire ? S'il y avait un leader que nous pourrions suivre, nous agirions. Un nouveau Jésus, un Bouddha, un extraterrestre. Que pouvons-nous faire ?» Je leur réponds que la réponse se trouve dans leur question. Faire, faire, et non attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Voici l'exemple de personnes qui ont fait. À la fin des années 1980, en pleine guerre entre Israël et le Liban, des chercheurs américains, Holmes Johnson, Alexander Davis et Chandler, effectuèrent, sous le nom de Projet international pour la paix au Moyen-Orient, une expérience tout à fait inédite. Cette application, à grande échelle, de la méthode Coué, produisit des résultats si spectaculaires qu'ils furent relatés, analysés, modélisés dans une très sérieuse revue académique internationale, le Journal of Conflict Resolution, le journal de résolution des conflits. Il s'agissait d'envoyer sur les lieux où les combats faisaient rage un commando de penseurs entraînés à la méditation optimisée, avec pour mission de se réjouir en éprouvant un sentiment de paix, comme si la guerre était déjà finie, comme si c'était déjà réalisé. Ils n'ont pas jugé les guerres, ils n'ont pas jugé les Israéliens ou les Palestiniens comme étant bons ou mauvais. Il n'y a pas de jugement ni d'ego. Ils y sont simplement allés et ils ont ressenti le sentiment de la paix qu'ils ont imaginé comme étant déjà réalité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois que les praticiens ont mené cette expérience, la paix devenait une réalité au Moyen-Orient. Aussi incroyable que cela paraisse, sur tous les lieux de combat traversés par cet escadron de casques roses, la paix dont ils se félicitaient devenait une réalité. Arrêt des actions terroristes, baisse significative des offensives et des ripostes, respect spontané des trêves inattendues, fraternisation des fonctions rivales. Et lorsque les praticiens arrêtaient de ressentir lors de cette expérience, toutes les statistiques s'inversaient, tout revenait comme avant. Les expérimentateurs se sont dit, bien, tout cela est peut-être dû à une coïncidence. C'est peut-être dû aux vacances, ou à la pleine lune, ou à un nombre de gens dans la rue, plus élevé aujourd'hui qu'hier. Ils ont répété cette expérience plusieurs fois, mais à chaque fois, ils aboutissaient au même résultat. À vrai dire, ils ont pu déterminer le nombre de gens nécessaires pour ressentir la paix, afin que celle-ci devienne effectivement une réalité.
Sur la base de ces résultats pratiques, on élabora une théorie. Des psychologues et des statisticiens de l'université de Princeton réussirent à définir le nombre de personnes nécessaires pour stopper mentalement une guerre. D'après leur étude, il suffit que la racine carrée de 1% de la population estimée à 7 milliards, soit 8366 bénévoles à l'échelon planétaire, chiffre de 2018, ressentent la paix pour que celle-ci devienne réalité. Que se passerait-il si beaucoup de personnes se mettaient sur Internet, sur cette toile mondiale, pour coordonner et créer cette paix? Nous avons donc le choix. Et la question est, croyez-vous que nous sommes des co-créateurs capables de participer à l'avenir de ce nouveau monde? Oui, moi je le crois fermement. Et vous? Le choix que vous ferez déterminera le type de monde que vous léguerez à vos enfants et petits-enfants. Soit une société dominée par les GAFAM et les LGBT et tournée vers l'avoir, l'argent, le pouvoir, soit une société d'amour, de partage, de bien-être, de compassion, en privilégiant le verbe être. Je suis, I am, eu sou. Mais auparavant, avant de nous quitter, je voudrais savoir si ces informations vous ont été utiles. Est-ce qu'elles vous parlent? Oui ou non? Pensez-vous que ces informations vous seront utiles dans votre vie personnelle? Avez-vous saisi comment, grâce à l'émotion humaine, vous n'êtes pas une victime des événements qui surviennent dans le monde, mais vous êtes un acteur, un co-créateur? Bien, si c'est bon pour vous, alors vous et moi, avons-nous fait notre travail comme il faut aujourd'hui? Merci. Si vous souhaitez approfondir et suivre ces expériences scientifiques et spirituelles, je vous invite à vous connecter sur mon site, où vous verrez en détail des expériences enrichissantes. www.ladako.com. Je vous aime.